Alors merci beaucoup d'être venu. Et donc bienvenue dans ce webinaire qu'on va dédier donc à l'apprentissage et à l'éveil un peu, enfin découvrir un peu les nouvelles possibilités de l'IA dans le domaine du droit des marques. Nous, on a voulu faire ce webinaire parce qu'en fait, le sens de Blockchain URIP, ça a toujours été un petit peu de créer les meilleurs outils pour les juristes et en propriété intellectuelle plus spécifiquement. Et puis, depuis le début de l'année, à chaque fois qu'on s'entretient avec des juristes, ils nous disent que c'est le sujet actuellement. Et donc, évidemment, il faut profiter, il faut profiter de cette nouvelle technologie et de ses possibilités. Et donc, pour animer ce webinaire, on a la chance d'avoir Anna-Catherine Benarlot, qui est donc fondatrice de la commission innovation numérique à la FJE et qui a toujours été très sensible au sujet de technologies liées aux fonctions juridiques. Et puis maintenant, évidemment, au sujet d'intelligence artificielle dans cette fonction. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Anna-Catherine? Oh ben, bien sûr, d'abord, je tiens surtout, d'abord, bonjour à tous et à toutes, à tous les participants. Et puis, d'abord, je voudrais surtout remercier William et Louis de m'avoir invité pour partager ce sujet avec vous et avec le public. Effectivement, j'ai un parcours de directrice juridique depuis plus de 25 ans avec un focus sur la propriété intellectuelle. Je suis très active au sein de la FJE, qui est une association de juristes d'entreprise qui rassemble environ 7000 membres adhérents. Et d'ailleurs, je crois reconnaître quelqu'un là parmi les participants, un adhérent de la FJE. Et au sein de cette FGE, j'ai cofondé avec Brice Matter, mon binôme, la commission innovation numérique et direction juridique, dont la mission est d'acculturer les juristes d'entreprise à la technologie. Et naturellement, nous nous sommes emparés du sujet de l'IA à la demande des membres de la commission. Bien, depuis un an, je me forme énormément à l'IA en allant dans les conférences, en prenant et des formations et également, je lis énormément sur tout ce qui se passe sur l'IA. Voilà, donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que ce que nous allons échanger aujourd'hui va vous apporter beaucoup de choses parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. L'IA est un sujet extrêmement vaste. Alors, on va vous présenter un peu le programme. Comme vous l'avez dit, on a construit ce webinaire et cette série de webinaires d'ailleurs, pas parce qu'on a vu beaucoup passer de choses sur l'IA et ses implications dans le droit, l'appréhension juridique de l'intelligence artificielle, est-ce que les œuvres sont protégeables ou non, toutes ces choses-là. Mais nous, ça n'a pas été notre sujet. Notre sujet, c'était plutôt comment utiliser l'IA dans la pratique juridique. Et donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, on va déjà un petit peu d'abord savoir de quoi on parle quand on parle d'IA générative, et puis voir plus précisément les impacts sur le métier de juriste. Et puis ensuite, on va surtout voir des cas concrets d'utilisation de l'IA, comment on peut l'utiliser et s'en servir au quotidien dans sa pratique pour l'améliorer, la simplifier et même aller encore plus loin avec carrément des automatisations, et c'est-à-dire des workflows où on intègre l'IA pour pas faire tout le travail à notre place évidemment, mais pour simplifier et automatiser certaines tâches. Alors, on va commencer tout de suite avec l'introduction. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation de ce plan. Et je rajouterai même que l'objectif de ce webinaire, c'est d'avoir un aperçu du potentiel des outils d'IA générative pour les juristes. Et aussi, vous allez voir, c'est à la fois ludique et c'est à la fois très instructif, comment les GPT et les structures de prompt peuvent devenir des outils très précieux pour le travail au quotidien des juristes, parce qu'il va aussi optimiser votre temps, il va aussi optimiser la qualité de votre travail en tant que juriste. Alors, effectivement, on a l'impression d'avoir une date qui est… tu peux attendre, tu peux rester sur l'introduction, Louis. Effectivement, on a une date qui est une date de référence, c'est le avant novembre 2022 et après novembre 2022. C'est quoi cette date? C'est la fameuse date quand est apparu ChatGPT, qui a apporté un profond bouleversement et beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes aussi. Donc, l'IA générative, en fait, avance à un rythme sans précédent et qui modifie totalement les conditions de travail et la nature du travail.
Et rapidement, dans cette introduction, je voudrais juste rappeler les nombreuses études. L'étude qui a le plus perturbé le monde du droit, c'est la fameuse étude de Goldman Sachs qui disait que 44% des tâches des professionnels du droit vont être impactées par l'IA générative. Bon, ceci étant, ça touche quand même, ça concerne le marché du travail américain, mais récemment, il y a une étude en France qui dit effectivement les tâches les plus administratives, et nous sommes concernés en tant que juristes, vont être impactées. Mais heureusement, qu'est-ce qui fait la différence dans notre métier du droit? C'est que nous faisons un métier qui est extrêmement complexe, où l'humain a une place centrale. D'accord? Et donc, en termes de prévision d'impact sur le métier, c'est très difficile aujourd'hui d'avoir une analyse claire et éclairée parce que l'IA bouge à toute vitesse et il est difficile de répondre de façon simple et éclairée si l'IA est créatrice ou destructrice d'emplois. Moi, je pense qu'il est important aujourd'hui, c'est plutôt comprendre ce qui se passe et voir quel est l'impact sur notre métier, sur notre façon de travailler en tant que juriste. Parce qu'effectivement, le potentiel de l'IA générative pour les juristes est immense. Pourquoi? Parce que l'IA générative peut automatiser les tâches répétitives et chronophages, et on en a beaucoup dans notre métier de juriste, et surtout dans les tâches de juriste de propriété intellectuelle. On peut automatiser les rédactions de contrats, on s'en sert comme une traduction juridique de plus en plus technique. On peut créer des chatbots pour former, pour expliquer des problématiques à nos clients internes. Donc, donc, vous pouvez voir, c'est vraiment, il y a un potentiel énorme. Alors, les juristes en marque vont me dire, ouais, mais bon, elle dit rien de nouveau. Nous, de toute façon, juristes en marque, on a déjà des outils qui utilisent des IA. Je suis d'accord. Mais la différence avec l'IA générative, c'est que avant, les outils d'IA traditionnels, ce sont des modèles prédéfinis où le juriste il peut souvent se limiter juste à paramétrer. Par contre, la différence avec l'IA générative, il y a une dimension interactive et évolutive. Et vous allez avoir la main sur les outils génératifs pour transformer complètement vos tâches. C'est ça la grosse différence. Et donc, vous verrez à la fin, je vous donnerai une cartographie du potentiel de l'IA générative sur notre métier. Donc, c'est quoi le potentiel de l'IA générative sur le métier de juriste? C'est la créativité assistée par l'IA, c'est l'analyse contextuelle approfondie, c'est aussi, ça nous permet d'avoir également des analyses juridiques personnalisées, automatiser un certain nombre de tâches comme la rédaction, faire des synthèses, faire des évaluations de risque quand on fait des recherches d'antériorité. Voilà, donc je vous dresse un panorama qui est à la fois très prometteur et qui en même temps questionne et interroge. Mais une fois que vous allez découvrir pendant ce webinaire un peu les différentes fonctionnalités, vous allez plutôt vous dire, ouais, il peut y avoir un potentiel et on a envie d'y aller dans cette voie-là. Alors, avant d'aller dans l'outil, je pense que c'est important de vous rappeler d'abord un peu qu'est-ce que c'est l'IA et plus particulièrement, qu'est-ce que c'est l'IA générative. Donc, il n'y a pas une définition générale universelle de l'IA. Par contre, on peut se référer au fameux au règlement de l'IA Act qui a été adopté récemment. Et je reprends un peu cet article du règlement qui dit que l'IA, c'est un système qui est soit un logiciel développé avec une ou plusieurs techniques et approches qui sont énumérées dans le règlement et qui peut, pour un ensemble de données d'objectifs définis par l'homme, générer des résultats tels que du contenu, des prédictions, des recommandations, des décisions influençant les environnements avec lesquels il interagit. Donc, et en même temps, on peut aussi définir l'IA par une approche technique. Alors, l'IA, c'est quoi? C'est un domaine de l'informatique, ça, rappelons-le, c'est quand même un logiciel avant tout, qui vise à créer des machines capables de réaliser des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. D'accord? Et donc, l'IA, c'est vraiment, rassemble toutes les techniques qui permettent à des ordinateurs de simuler et de reproduire l'intelligence humaine, mais pas complètement. Heureusement que nous restons quand même un élément vivant complexe et heureusement que l'IA ne peut pas tout reproduire.
Donc, l'IA existe depuis que les ordinateurs ont des capacités de calcul, de faire tourner des algorithmes qui servent à reproduire le raisonnement humain. L'IA n'aurait pas pu exister si les ordinateurs n'ont pas cette puissance de calcul. Et depuis, ces ordinateurs se sont considérablement développés en termes de puissance de calcul. Et j'aime toujours répéter cette citation du fondateur de DeepMind qui dit que l'intelligence peut être considérée comme la capacité de convertir des informations brutes en connaissances utiles et exploitables. Voilà, donc on va rentrer un peu dans de la technique pour juste que vous situez un peu ce que c'est une IA. Donc l'IA, en fait, utilise principalement des technologies. Donc on sait qu'il y a les moteurs de règles comme si, alors, c'est vraiment, c'est très mathématique. L'IA utilise le machine learning, l'IA utilise le deep learning. Et donc, chacune de ces technologies participe à la structure de l'IA. Donc, vous voyez sur la présentation, vous voyez un peu toutes les sous-sections de l'IA. Vous avez le machine learning et vous avez le deep learning. Ensuite, vous avez l'IA générative. L'IA générative est effectivement une des avancées les plus significatives de l'intelligence artificielle parce que ce sont des modèles, des systèmes qui sont capables de produire du contenu de façon autonome, que ce soit du texte, que ce soit des images, que ce soit de la musique, que ce soit des solutions à des problèmes complexes. Et donc, les premières applications de l'IA générative, c'est le fameux image to image. Je pense que tout le monde s'est amusé quand DALL-E était apparu il y a 2 ans à générer des images. Et bien, et depuis, on applique ce même modèle pour générer du text-to-text. Ce sont des modèles d'apprentissage qu'on appelle les LLM. C'est le terme que vous entendez de plus en plus, c'est le Large Language Model, qui sont capables de raisonnablement reproduire le raisonnement humain. D'accord? Et donc, ces LLM sont d'immenses réservoirs d'applications dans de très nombreux domaines. Ainsi sont apparus des LLM qui sont spécialisés dans l'ingénierie financière, dans le juridique d'ailleurs, dans le e-commerce et dans bien d'autres d'ingénierie plus techniques de différentes industries. De toute façon, à la fin, on vous donnera un lien qui vous permettra de comprendre en infographie comment ça fonctionne, le système de LLM. C'est un système statistique, en fait, c'est sur un mode statistique et puis il vous génère du texte. Donc, moi, je ne vous expliquerai pas ça parce que ce n'est pas l'objectif de ce webinaire. Donc, l'IA générative est particulièrement révolutionnaire pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, c'est un système qui est en auto-apprentissage grâce à différentes technologies qu'on appelle les transformateurs et les GPT. C'est le Generative Pre-trained Transformer qui permettent en fait à partir d'un ensemble de données, la technologie va apprendre et ensuite va restituer ces données sous différents formats. Et qu'est-ce qui fait aussi qu'il est impressionnant parce qu'il produit à toute vitesse, c'est de l'hyper-vitesse. Il vous génère un texte en quelques secondes, il vous lit un document de 300 pages en quelques secondes. Donc, c'est ça qui vraiment impressionne énormément et il génère des contenus qui sont quand même de très, très bonne qualité. De plus en plus. Avant, non. Il y a un an, il y a encore énormément d'hallucinations. Les hallucinations étaient énormes au début. Ça reste encore là. Les hallucinations existent toujours. Mais il y a des différentes techniques de technologie qui permettent aujourd'hui de contourner, de réduire les risques d'hallucination. Donc, moi, ce que j'ai repéré, alors comme je me forme énormément à l'IA générative, donc je comprends de plus en plus un peu cet écosystème. Et donc, on a plein d'outils qui apparaissent depuis 1 an, énormément d'outils génératifs, d'IA générative. Là, Louis a mis juste quelques-uns parce que moi, j'ai carrément une cartographie impressionnante d'outils d'IA générative, que ce soit du texte, de l'image, du vidéo, de la musique. On s'y perd. On s'y perd complètement si on n'est pas à jour dans nos connaissances. Et moi, aujourd'hui, je vais plutôt me recentrer sur des IA génératives de texte, surtout. Donc, aujourd'hui, tout le monde connaît ChatGPT. ChatGPT, c'est d'OpenAI. Et tout le monde connaît aussi Copilot. Copilot qui appartient à Microsoft, dont Microsoft détient également OpenAI.
Et puis récemment, nous avons eu de nouveaux outils extraordinaires sur des modèles de langage de plus en plus performants, comme Mistral. Mistral est une intelligence, une IA générative française. Et nous avons également Claude, Claude Anthropique, qui est américain. Et nous avons également Gemini de Google. Et donc, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, au niveau de la France, nous avons Mistral. Et puis aussi vont apparaître, grâce à l'open source des modèles de LLM, il y a des outils dédiés à des métiers spécifiques. Donc, je vais vous citer juste quelques-uns. Il y a Harvey qui appartient à OpenAI, qui a fait un apprentissage de son LLM uniquement sur le métier juriste, en fait, sur tout ce qui est le contexte du contenu purement juridique. Et donc, beaucoup, je crois, il y a de gros cabinets qui accompagnent les directions juridiques, commencent à utiliser de Harvey pour les différentes fonctionnalités identifiées dans le métier de juriste ou d'avocat. Et nous avons Ordali, qui est une petite pépite qui vient d'arriver, c'est une petite start-up qui est arrivée, qui automatise les contrats en mode conversationnel. Gemini, qui est arrivé également. Donc, il y en a encore bien d'autres, des métiers dédiés. Ce n'est que le début, et donc c'est pour ça il est très important pour nous, juristes, de rester toujours en alerte et de comprendre un peu ce qui se passe, parce qu'il y a un vrai impact sur notre métier. Et vous avez pu voir beaucoup d'études également qui sont sorties pour mesurer l'impact de l'IA sur le métier de juriste. On constate grosso modo, bon, je ne vais pas vous restituer les chiffres, il y a l'étude de European Legal Technology Association de ELTA, qui est très très bien faite, parce qui donne un panorama de l'accueil de l'IA dans le monde juridique à l'échelle européenne. Vous avez aussi le village de la justice qui fait une synthèse de toutes ces études-là, et cela vous donne un peu un aperçu du potentiel, de l'impact, des risques, et ça va vous nourrir vos réflexions. Mais d'une manière globale, j'ai constaté au sein de l'AFGE, déjà, il y a un vrai engouement. D'ailleurs, au sein de l'AFGE, nous avons mis en place un groupe scientifique pour mener des réflexions sur l'impact de l'IA, les enjeux de l'IA dans le métier du droit. Voilà. Donc, en conclusion sur cette présentation en introduction, c'est que, effectivement, j'avais oublié, Louis, nous avons récupéré cette cartographie qui est très, très intéressante sur les possibilités d'utilisation de l'IA, donc sous 4 axes. Sur le travail juridique, sur la compliance, sur le côté opérationnel et sur la productivité. Et donc, chaque tâche juridique peut être optimisée par l'IA générative. Donc voilà, ça c'est vraiment une cartographie qui est très intéressante. Et à la fin du webinaire, vous verrez, je vous ai travaillé une super cartographie également sur le potentiel de l'IA sur les différentes tâches du métier de juriste en droit des marques que j'ai identifié. Voilà, donc est-ce que vous voulez dire quelque chose, William et lui, avant qu'on démarre dans le cœur de ce webinaire? Non, moi j'ai hâte de justement voir un peu les cas d'usage, justement des applications de, par exemple, cette cartographie qu'on va pouvoir retrouver tout de suite. On enverra par mail la cartographie, évidemment, aux participants pour qu'ils puissent projeter un peu par rapport à… Comment? On t'a pas entendu, William? Je disais, on enverra la cartographie. On peut tout de suite commencer les use cases. Et puis, de toute façon, on a une partie questions à la fin du webinaire. Ouais, merci beaucoup. Comme ça, je peux me concentrer un peu sur les explications. Alors, le déroulement de ce webinaire, alors on a un plan. On va d'abord, dans la première partie, on va voir un peu comment créer des GPT dans ChatGPT pour faire la synthèse de la jurisprudence. Je vous expliquerai un peu ce que c'est un GPT et comment on prompte. Et dans la deuxième partie, on va découvrir également comment créer un GPT pour vous aider à optimiser votre temps dans la rédaction des lettres de mise en demeure de contrefaçon de marque. D'accord? Et puis à la fin, là, je pense que c'est la partie la plus importante, plus intéressante. C'est la partie exploratoire, se poser plein de questions
comment nous allons faire notre métier de juriste demain. Et William, avec William, nous avons créé un petit outil d'automatisation extraordinaire de synthèse de la jurisprudence. Voilà. Alors, on va démarrer dans la première partie, c'est comment obtenir une synthèse de la jurisprudence en créant un GPT sur ChatGPT. Alors, créer un ChatGPT, cela suppose effectivement d'avoir un abonnement de ChatGPT. ChatGPT en version 4.4, version 4. Et là-dedans, comme GPT, en fait, c'est pourquoi est-ce que le ChatGPT est en première position dans la liste des outils génératifs, c'est que ChatGPT est multimodal. Voilà, il est multimodal et il permet de faire énormément de choses sur sa plateforme, notamment de créer des petits bots. Donc, rapidement, qu'est-ce que c'est un GPT? Un GPT, c'est un petit bot que vous pouvez créer dans l'interface sur l'interface de ChatGPT. Et pourquoi il faut créer? Pourquoi le GPT a un certain nombre d'avantages? C'est que il va utiliser la technique du RAG. Le RAG, comment j'explique ça? Le RAG, c'est le Retrieval Augmented Generation. C'est la génération de texte augmenté par la recherche. Voilà. C'est quoi l'intérêt du RAG? Le RAG permet de réduire l'hallucination. Et quand vous allez paramétrer le GPT, dans le GPT, vous allez faire un prompt bien délimité, bien encadré, et vous allez le nourrir avec des données spécifiques sur un sujet qui vous intéresse. D'accord? L'idée d'un GPT, c'est pas de créer un GPT général juridique, il ne sera pas efficace. Il faut choisir la thématique. Et là, ici, j'ai choisi la thématique d'un GPT pour faire la synthèse de jurisprudence. Alors, pour créer un GPT, donc, il faut aller, donc ce que je vais faire, je vais partager mon chat GPT. Je vais regarder, je vais partager mon chat GPT. Un peu, ça me ressemble à quoi, mon chat GPT? Est-ce que tu peux partager ton écran, Anna-Catherine? Je suis en train de chercher ma page. Comment je fais pour… Alors, mon petit problème que je ne connais pas bien votre plateforme Livestorm, activer, il faut que j'active le partage d'écran. Ouais, c'est ça. Et ensuite, je sélectionne soit ta fenêtre, soit ton écran, soit… Je pense que la fenêtre suffit, mais… J'espère que ça va marcher. Est-ce que vous voyez? Là, ça arrive, oui. C'est bon. Super. On l'a. Ouais, super. Voilà. Donc, là, je mets mon petit curseur, Explore GPT. Et donc, en général, lorsqu'on va, c'est ici où on veut créer un GPT, c'est là, vous avez le Create. Et bon, de toute façon, moi, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que de toute façon, vous avez plein de tutos sur YouTube ou ailleurs. Mais moi, je le fais, c'est parce que j'ai pris une formation également de l'utilisation des différents outils d'IA générative. Alors, j'ai créé un bot qui s'appelle le bot lecteur de jurisprudence. Vous voyez? Donc, ce bot lecteur de jurisprudence, moi, je l'ai programmé avec un prompt. Je lui donne un rôle, je lui donne une tâche,
je lui donne les différentes étapes, je lui explique comment. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux vous partager pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble un prompt dans les instructions à lui donner. Voilà, donc c'est ici, c'est dans cette partie-là où j'explique voilà, les différentes étapes, le fonctionnement, les étapes à suivre lorsque on va lui donner des instructions. D'accord? Après, j'ai choisi aussi de l'alimenter. Je l'alimente avec un document pour lui expliquer ce que je veux exactement pour réduire les hallucinations. Et ensuite, Ce que je disais, ouais, c'est ça la partie RAG, c'est de lui donner le telle RAG, voilà. donnée. En fait, d'une manière générale, le GPT en soi est un RAG déjà. En fait, on est déjà dans un espace avec une technologie qui va délimiter en fait les fonctionnalités bien ciblées. Et donc, je choisis un titre et je choisis la description. J'explique ce que c'est ce bot et je dis, je fais gagner du temps dans la synthèse de la jurisprudence en droit des marques. D'accord? Alors, je reviens sur la page du bot, la page d'accueil. Je l'appelle bot lecteur de jurisprudence. Et donc, on va faire un petit essai. Je vais, ce que je vais faire, je vais prendre un fichier, une décision. Je vais prendre une décision. Par exemple, je vais prendre cette décision. Je vais plugger. Alors là, je pense que c'est pour expliquer, on ne voyait pas la fenêtre où tu choisissais la décision, mais donc tu choisis un fichier, un PDF, là. Non, j'ai plugué, en fait, j'ai pris une décision que j'ai rangée dans ma bibliothèque. D'accord? C'est un arrêt de la cour d'appel. OK? Donc, il suffit de cliquer ici sur le petit trombone, puis on va choisir le fichier qu'on a. D'accord? Et donc, j'espère que ça va marcher parce qu'il y a toujours des surprises hein, en live. Donc, je lui envoie ça. Je n'ai pas besoin de lui dire quoi que ce soit parce que c'est déjà un bot qui est paramétré. Évidemment. Voilà. Ah. Voilà, il vous fait ça. Donc, il fait l'abstract parce que je l'ai programmé aussi pour qu'il me fasse l'abstract parce que c'est important pour nous, les juristes en marque, d'avoir une synthèse sous forme d'abstract. D'accord? Donc, ça vous permet d'avoir déjà un aperçu rapide, en quelques secondes, de la décision. Alors, attention, il y a quelque chose que je rappelle toujours, c'est il faut toujours vérifier, d'accord, tout ce que le GPT vous génère. Et après, je l'ai programmé également pour demander, si vous voulez, une fiche de synthèse détaillée. Donc, on va essayer. Je lui dis oui, je veux une fiche de synthèse. Et ça aussi, cette fiche de synthèse, je l'ai paramétrée et je lui dis tout ce que je voulais dans cette fiche de synthèse, selon mes habitudes de lecture hein, de jurisprudence, quand je fais des résumés. Voilà, la fiche de synthèse, il va la générer avec plus de détails. Et donc, l'avantage en fait d'un GPT, c'est il se concentre uniquement sur la tâche qu'on lui confie. Il ne va pas se perdre, il ne va pas s'égarer, en fait. Et comme ça, il rédige un contenu de très, très bonne qualité. Et alors là-dessus, est-ce qu'il y a des limites, par exemple, en termes de volume que tu peux lui fournir? Par exemple, est-ce qu'il ne faut pas fournir une décision de plus de tant de pages ou... Ouais, alors ChatGPT a une puissance extraordinaire. Alors, je pense qu'il y a un petit problème de peut-être alors quand ça arrive hein, ces choses-là, je lui demande de alors ça tourne là. Effectivement, ChatGPT peut lire jusqu'à 300 pages. Il a une puissance d'analyse des documents. Après,
le output va dépendre de la qualité du prompt. Qu'est-ce qu'on veut exactement lui demander? Et donc, dans la qualité, en fait, c'est pour ça qu'il faut se former à la technique des prompts pour obtenir le meilleur output. Alors, moi, en fait, j'ai appris beaucoup, enfin, j'ai beaucoup pratiqué les prompts et je me suis aperçue que plus on maîtrise les prompts, mieux on obtient les résultats dans les contenus qu'on veut obtenir. Alors, je reviens, la fiche de synthèse. Je voulais les faits, il m'a fait les faits. Je veux qu'il me rappelle la procédure. Je veux qu'il m'identifie les prétentions et les moyens des parties. Je voulais qu'il identifie la question de droit dans ces décisions de la Cour d'appel, dans cet arrêt. Et je veux qu'il me résume le dispositif final et qu'il me fasse une analyse de la portée de la décision. Voilà. Donc voilà, ainsi de suite. Une fois que vous savez bien programmer le GPT, vous pouvez l'utiliser. Vous n'avez aucun problème de confidentialité parce qu'il s'agit juste de plugger des informations publiques d'une décision et vous avez tout à gagner parce que derrière, vous gagnerez du temps. Il vous coûtera juste du temps pour relire, pour vous assurer qu'il n'y a pas une mauvaise lecture, une mauvaise interprétation de la part de ChatGPT. Donc, ça, c'est un premier aperçu de la possibilité d'utiliser ChatGPT en termes de synthèse de documents. Donc, vous pouvez faire aussi avec plein de choses. Quand vous voyez un article qui vous intéresse, eh bien, vous pluguez et vous créez votre GPT et vous paramétrez selon vos besoins, selon votre façon de lire un document pour qu'il vous restitue la structure à laquelle vous êtes habitué. Moi, j'aime beaucoup cette structure parce que c'est comme ça que je lis mes arrêts, je les structure de cette façon. Et c'est comme ça que j'ai paramétré mon GPT. Voilà. Alors, nous allons passer à la prochaine étape. Si William et lui, vous n'avez pas de questions. Donc, on va arriver à la création d'un GPT. Oui. Tu veux dire quelque chose? Non, c'était très bien, c'était très bien. Alors, on va aller voir maintenant la deuxième utilisation, c'est la rédaction de lettres de mise en demeure. Bon, l'objectif, c'est pas de demander à ChatGPT de rédiger à votre place. C'est pour que ChatGPT vous aide, en fait, à démarrer la trame de la lettre de mise en demeure. Et après, ce n'est jamais en one shot. Hein. C'est le travail avec ChatGPT, c'est tout un travail d'itération. Donc, ce qu'on va faire, moi, ce que je vous propose, c'est on va utiliser un GPT que j'ai créé qui s'appelle Redac réclamation marque. Bon, c'est pas terrible, hein, mes titres là, mais ce qui est important, c'est qu'en bas, j'explique il sert à quoi. J'aide les juristes en marque à optimiser la rédaction des lettres de mise en demeure de cessation de contrefaçon. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est je vais lui demander, là j'ai préparé un prompt, il vous suffit de cliquer dessus, d'accord? Vous cliquez dessus et je l'ai programmé pour qu'il pose des questions. Alors vous voyez, donc il vous accompagne dans votre travail. Voilà. Alors, moi, j'ai préparé un texte. Alors, attendez, ce que je vais faire, je vais peut-être déjà, je vais chercher un fichier et je repartage de nouveau l'écran. Alors, attendez, il faut que je récupère un petit texte. Je récupère un petit texte pour faire le prompt et pour répondre à toutes ces questions, pour gagner du temps. Hein. Voilà, je recommence. Je vais vous montrer le GPT pour rédiger une lettre de mise en demeure.
Alors là, on n'a plus ton écran, Anne-Catherine. Je ne sais pas si c'est normal. Bah, ça s'est déconnecté. Alors, il se remet là de nouveau. Ah, super. Vous l'avez? C'est bon? Ça arrive, ouais. Super. Super. Alors, vous allez voir, il me pose plein de questions. Alors, pour gagner du temps, je vais faire un copier-coller là. Je reprends ça. Je dis, voilà, je reprends ces informations. Voilà, je lui réponds rapidement et ensuite, je lui demande de me rédiger. D'accord? Voilà. Donc, il me fait une première trame. Avec les informations que je lui donne. Après, vous aussi, si vous voulez l'utiliser, vous pouvez rajouter plein d'éléments. Vous dire, voilà, le site web commercialise la marque utilisant ma marque. Voici les éléments pour compléter l'argumentation. Donc, vous voyez, il reprend à peu près les argumentations standards. Ce n'est pas tellement suffisant, mais après, vous allez voir comment on peut itérer avec lui. Moi, je vais lui dire, alors vous attendez de voir comment ce qu'il fait. Alors, on reprend les formules types, cesser immédiatement l'usage de la marque, retirer les ventes, nous fournir sous 15 jours une déclaration écrite qui renonce à l'utilisation de la marque, etc. Alors, en l'état, ce n'est pas suffisant et je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut encore travailler pour affiner ce travail de rédaction. Je lui dis, je veux, alors ce que je vais lui dire, je veux que tu détailles l'argumentation de la similitude des signes, des marques. Similitude des marques. Alors pendant qu'il est en train de générer, moi je vais poser une question parce que je pense que c'est quand même celle qui revient souvent et celle que ceux qui nous regardent doivent se poser aussi. C'est par rapport aux données que tu lui envoies. On a quand même beaucoup critiqué OpenAI sur la partie confidentialité et est-ce que c'est un point gênant d'envoyer certaines données? Comment on peut l'éviter justement? Ah oui. Tu as posé une très très bonne question, hein, vraiment, Louis. Bien sûr, moi, je vous déconseille d'utiliser tel quel le GPT avec cet usage de rédaction de lettres de mise en demeure parce que quand même, c'est un sujet confidentiel, la contrefaçon. Néanmoins, vous allez voir avec Copilot, avec Microsoft, si votre entreprise utilise Microsoft, Microsoft propose aujourd'hui un espace dédié à Copilot, dans un espace sécurisé avec Copilot. Et donc, Copilot a développé récemment, il y a quelque temps, les fonctionnalités identiques à GPT. D'accord? Donc, vous pouvez faire ça dans un espace réservé à votre entreprise. Et puis, par ailleurs, je crois qu'OpenAI propose également un espace sécurisé pour les GPT entreprises. Voilà. Alors, moi, je l'utilise comme ça, c'est pour tester sa fonctionnalité, son potentiel dans ce type de tâches. Donc, comme vous avez pu regarder, vous voyez, je lui demande, voilà, il m'a fait une analyse très détaillée. Et après, je peux continuer. Je dis, c'est parfait, je veux maintenant que tu modifies la lettre et que tu complètes la lettre avec ces arguments. Et donc, il refait la lettre de façon plus détaillée. Voilà. Donc, je vois que l'heure passe. Je ne veux pas trop traîner là-dessus, mais au moins, j'ai pu vous montrer un peu de la capacité de rédaction de ChatGPT lorsque vous arrivez à créer un GPT bien paramétré selon les structures que vous voulez. Parce que moi, quand j'ai paramétré ce GPT, j'ai bien expliqué la structure d'une lettre de mise en demeure. Voilà. Et donc, lui, quand il rédige selon la structure que moi, j'utilise habituellement. Et c'est pour ça qu'il m'a restitué au début, comme vous avez pu le voir. Voilà, il a fait l'argumentation de la similitude des marques. Et à la fin, il y a toujours les phrases classiques. Je vous demande de cesser d'utiliser. Je vous demande de me faire parvenir tous les éléments justificatifs de cet usage. Je vous laisse un délai de réponse. Et ça nous fait gagner énormément de temps. Et comme vous avez pu voir, vous avez vu comment il
il a généré le texte, il a généré en quelques secondes. Après, ça va vous prendre peut-être 10 à 15 minutes pour affiner la réponse en fonction des éléments que vous souhaitez ajouter dans la lettre. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec les GPT. Je vais reprendre. Et alors justement, je vais sortir. Effectivement, comme tu disais, c'est des cas d'usage très intéressants et qui font gagner du temps. Et puis surtout, en fait, l'intérêt, après, ça va être de pouvoir automatiser ces cas d'usage-là et d'avoir des déclencheurs qui vont lancer telle action du GPT, puisqu'on a vu qu'une fois qu'il était paramétré, il n'y avait plus qu'à lui donner une donnée en entrée, donc un document, et il peut te le synthétiser ou alors rédiger quelque chose à la suite. Et donc, c'est là où ça devient intéressant, c'est quand on va pouvoir assembler ces briques, ces GPT ou autres d'ailleurs pour construire des chaînes d'événements et que un élément déclencheur entraîne un GPT qui va produire une fonction et puis jusqu'à déclencher une action comme l'envoi d'un mail par exemple. Alors évidemment, faudra toujours assurer une relecture, mais ça fait quand même évidemment gagner du temps. C'est ce qu'on peut voir tout de suite. Alors je crois que William, tu voulais nous montrer justement une forme d'automatisation avec des GPT. Oui, parfaitement. Alors, juste pour compléter un petit peu, parce que c'est vrai qu'on l'a pas vu, mais toi, Catherine, tu as nourri ton GPT avec des documents que tu avais sélectionnés pour lui. Et on peut lui, par exemple, lui donner des exemples de mise en demeure pour qu'il se rapproche un petit peu du style ou qu'il s'inspire de ça. Et c'est ce qui explique pourquoi tu as des aussi bons résultats par rapport à ceux que les gens obtiennent. Oui, tout à fait. C'est comme je l'ai expliqué, l'intérêt des GPT. En fait, on peut à la limite le faire aussi sur l'interface de conversationnelle avec ChatGPT, mais il va nous donner quelque chose de très général, tout comme vous pluguez une décision de jurisprudence, vous lui dites de faire la synthèse, et il va vous restituer quelque chose, mais vraiment pas génial en fait, de très bonne qualité. Et l'intérêt d'un GPT, c'est que vous paramétrez et vous vous pluguez les données qui permettent d'assurer une bonne qualité du output. Et donc là, voilà. Ouais, on parle de ça, du coup, j'ai partagé on s'est amusé, du coup, avec Catherine, d'essayer de pousser l'automatisation plus loin pour voir comment est-ce qu'on pourrait demander à utiliser ChatGPT comme un assistant pour qu'il puisse faire un petit peu des tâches pour nous au quotidien. Et on voulait, par exemple, faire un système de veille qui détecterait automatiquement les nouvelles jurisprudences en matière de marque pour rédiger des abstracts pour vous et vous permettre de rester au fait. Et donc, on a utilisé un outil d'automatisation. Ah, vous n'entendez pas ? Je crois qu'on t'entend vraiment très peu, qu'un mot sur deux. Mais non, moi j'entends bien William. Okay. Hein. Alors, je ne sais pas si les participants entendent bien, si vous pouvez juste le dire dans le chat. Pardon. C'est peut-être et donc donc ce qu'on a fait en fait, mais c'est vraiment un POC, c'est que on s'est connecté en fait à l'API de Papers que vous connaissez peut-être, qui est un moteur de recherche très moderne de jurisprudence pour rechercher toutes les jurisprudences répondant qui contenait le terme marque renommée sur le dernier mois, et automatiquement il va récupérer toutes ces jurisprudences et envoyer au bot d'Anna Catherine la jurisprudence sous forme de texte pour que ChatGPT puisse nous renvoyer l'abstract, et ensuite cet abstract on va le recevoir par mail. Donc je vais le lancer tout de suite pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Là, il va chercher les jurisprudences, et pour chaque jurisprudence, il interroge OpenAI pour créer un abstract. Alors ça, il y a un petit délai évidemment, mais si c'est automatique, c'est pas très grave, et nous envoie ensuite par mail. Alors, je l'avais déjà fait pour pas qu'on perde du temps avec la réception des mails, mais en gros, c'est ce qu'on va obtenir. Donc, abstract de la décision. Je sais pas si tu veux commenter un petit peu, Catherine, cet abstract qui a été généré. Oui. Alors, donc, effectivement, donc moi, je pense que c'est un cas d'usage qui est très intéressant pour les juristes lorsque vous surveillez l'évolution de la jurisprudence sur une thématique bien précise, par exemple, tout ce qui est marque renommée, par exemple. Et donc, tout l'intérêt de cette plateforme qui est géniale, que j'adore aussi, MEC,
MEC peut faire plein de choses avec, en fait. Et nous, on a choisi la thématique de la veille de la jurisprudence. Et là, effectivement, ChatGPT a bien respecté le paramétrage de la restitution de la synthèse d'une jurisprudence avec l'abstract. Et vous voyez à la fin, il vous demande est-ce que vous voulez maintenant une fiche de synthèse. Voilà. Donc, on a plugué vraiment les instructions que j'avais utilisées pour le GPT. Et donc, ça, c'était une façon de vous dire mais comment je pourrais faire pour que ce soit automatique. Eh bien, on utilise la plateforme MEC. Et si vous avez envie d'avoir une réponse au tableau, c'est également possible. Vous pouvez juste le notifier dans le prompt. Alors, pour parler un petit peu peut-être des limites, donc ça fonctionne super bien, mais il y a quand même quelques limites qui, à mon avis, peuvent être réglées peut-être en travaillant un petit peu plus sur le sujet ou en entraînant plus avec des documents le GPT. C'est qu'on a remarqué qu'il y avait pas tout le temps la même qualité de réponse, 1. Et puis 2, c'est que c'est quand même assez cher. Alors, pour vous permettre de vous projeter en jouant un petit peu avec l'API de ChatGPT ce matin, on a fait une 50aine de tests et ça nous a coûté de l'ordre de 23 €. Alors, c'est parce qu'on utilise le meilleur des GPT qui est la dernière version du 4. Évidemment, il y a des optimisations à faire en utilisant des modèles qui sont un petit peu moins bons. Mais c'est ce qui fait que vraiment aujourd'hui, on est encore dans la prospective et avant que ça arrive, il y a peut-être encore quelques mois, peut-être qu'on va passer par d'autres modèles OpenAI qui sont open source et qui du coup seront moins chers à utiliser. Et tout à fait. Donc, c'est pour ça, l'objectif, c'est pas vous demander d'aller tout de suite explorer et le faire. C'est juste pour que vous ayez un aperçu sous un angle prospectif des capacités des outils d'IA générative. Et ça va arriver demain. C'est pas dans 3 ans. Ça arrive demain. Donc, c'est pour ça, moi, je vous encourage vraiment à vous tenir informé, à essayer, à vous former à l'utilisation des outils d'IA générative. Pourquoi? Parce que moi, en tant que juriste, en fait, ma formation de base, mon expertise, c'est la propriété intellectuelle. J'en ai fait tellement pendant plus de 25 ans. Je sais qu'il va se passer beaucoup de choses en termes d'automatisation de nos tâches. Par exemple, les avis de surveillance. Vous recevez des avis de surveillance, eh bien, vous pouvez automatiser, en fait, quand vous êtes conseiller en PI ou quand vous êtes avocat, vous pluguez tous vos avis de surveillance. Et une fois, à chaque fois qu'il y a des avis de surveillance qui arrivent, vous pouvez le paramétrer et l'outil va tout de suite se déclencher pour faire une sélection des marques qui semblent à peu près les plus proches des vôtres. Alors, ce ne sera jamais parfait parce que ça nécessite une vraie expertise juridique, mais au moins, il vous fait un premier tri et il vous génère automatiquement un mail à destination de vos clients qui résume la marque et qui explique s'il y a lieu, l'opportunité de faire opposition ou non. Il vous met également le deadline pour faire l'opposition. Voilà, ça, c'est une des possibilités d'automatisation qui est quand même très, très, très utile. Et en même temps, qu'est-ce que j'ai identifié encore comme exemple? Par exemple, quand vous allez faire les demandes d'enregistrement, d'accord? Les demandes d'enregistrement, l'intérêt, même si vous avez déjà des formulaires pré-remplis, mais l'intérêt avec une IA générative, vous allez itérer avec lui, il va vous proposer un super libellé et en même temps, il va faire de l'analyse prédictive pour anticiper, pour prévenir des objections des offices de marque, des examinateurs, et ça vous fera gagner du temps, n'est-ce pas, et de l'argent. Ou encore, vous allez avoir des IA génératives, ça c'est mon rêve et je pense que ça va arriver. Quand vous allez faire des recherches d'antériorité, vous allez faire des évaluations de risque par rapport à un titulaire que vous avez identifié. On sait très bien qu'en matière de recherche d'antériorité, il n'y a jamais zéro risque. La difficulté du travail du juriste en marque, c'est toujours d'évaluer la prise de risque. Eh bien, l'IA générative, demain, va vous aider en analysant le contexte, le marché, les tendances. Il va vous faire une prédiction, en fait, une analyse prédictive qui va vous éclairer, qui va affiner encore davantage votre analyse de prise de risque. Voilà, ça, c'est tous les potentiels que l'IA générative va nous offrir demain. Et c'est pourquoi je me suis amusée à faire cette cartographie. Et vous regardez, j'ai décomposé les différentes tâches d'un juriste ou d'une juriste en propriété intellectuelle. Et j'ai identifié trois axes. Protection et défense des marques, stratégie valorisation des marques, gestion de connaissances et formation.
Prenons l'exemple de protection et défense des marques. Et donc, j'ai identifié 4 tâches précises: dépôt, enregistrement des marques, recherche d'antériorité, surveillance des marques, gestion des litiges, des conflits. Et chaque tâche, j'ai identifié les capacités, les fonctionnalités d'aujourd'hui et même demain, ce que l'IA générative pourra vous apporter. Et dans l'axe stratégie valorisation des marques, eh bien, la génération des contrats, et ça existe déjà parce que moi, j'utilise énormément les CLM et je suis vraiment très calée également sur les outils de CLM. Et je sais que les éditeurs de CLM sont en train de travailler de plus en plus pour intégrer l'IA générative avec une précision mais exceptionnelle sur la génération, l'automatisation, modélisation des contrats. Et donc, c'est pareil pour les contrats de marque. Vous allez également en fait utiliser l'IA générative pour définir la stratégie de protection de votre marque. Par exemple, vous avez un portefeuille de marque, vous allez le laisser analyser, même si ça existe déjà à peu près aujourd'hui. Mais l'avantage de l'IA générative, vous allez discuter avec lui et vous allez le nourrir. Au fur et à mesure que vous discutez, eh bien, il va vous donner une stratégie d'approche. Il va vous dire oui, ce pays mérite d'être protégé parce que j'ai fait une analyse statistique de votre portefeuille et des tendances du marché. Et la veille juridique, on l'a vu déjà. Et ensuite, il va vous aider également à faire des reportings automatisés sur le suivi de la gestion de vos marques, etc. Et vous avez l'axe gestion et des connaissances et formations. Et ça aussi, ça je l'ai fait également. J'ai fait un test, je l'ai montré à Louis et à William avec la plateforme MEC. Il me génère des contenus de mémos, en fait, des mémos explicatifs, des newsletters. Eh bien ça, on peut s'en servir en fait pour former le marketing, les opérationnels sur les problématiques de propriété intellectuelle ou de marque. Voilà, donc ça vraiment c'est une cartographie sur laquelle j'ai travaillé, j'ai réfléchi. Bien sûr, il y a des choses qui sont contestables, mais c'est de la pure prospection que je fais, mais qui vous donne vraiment une image de ce qui va se passer à l'avenir. Ben, merci beaucoup pour cette cartographie. On l'enverra. Est-ce que vous... Ah oui, donc ça c'est le scénario que William vient de nous présenter. Est-ce que maintenant on peut prendre quelques questions ou peut-être il va être le temps de clore. Est-ce que vous avez une question? Vous pouvez poser dans le chat. Moi j'ai une petite question, Catherine. Est-ce qu'on pourra partager un petit prompt avec les participants pour qu'ils puissent tester et mettre les mains soulever le capot chez eux avec ChatGPT s'ils ont envie de voir comment ça fonctionne? Alors, moi, ce que je pourrais, alors on l'enverra par mail, plutôt le prompt pour créer un GPT. Je leur donnerai une petite fiche explicative des différentes étapes à suivre et utiliser ce prompt pour le mettre dans le GPT. Super. Parce que là, ça va être un peu long à expliquer. Merci Véronique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je voulais dire un truc aussi, c'est que Catherine, tu fais énormément d'autres contenus, avec notamment Brice Metter, qu'on aime beaucoup aussi chez Blockchain Europe. On lui fait un coucou s'il nous regarde. Et je sais que tu fais régulièrement des webinaires sur l'IA, tu donnes un petit peu d'informations. Est-ce que tu veux nous en parler rapidement? Oui, effectivement, mon binôme a créé une plateforme de formation et d'actualité Nouveaux Médias et qui regroupe différentes branches du droit. La plus connue, c'est Pi Actu, où on a animé pas mal de webinaires. Et on a fait également un webinaire sur l'IA générative et la propriété intellectuelle. Et depuis, on commence à accompagner les conseils en pays ou alors même les juristes également, pour apprendre à utiliser les outils d'IA générative. Et donc, vous pouvez, si vous avez des questions, vous pouvez contacter Brice ou moi, mais à l'adresse qui est indiquée sur la page. Je vous partage dans le chat le lien. N'hésitez pas à les suivre. Moi, je participe dès que je peux au super webinaire de Pays Actu, donc je ne saurais que trop le recommander. Et ben, si personne n'a des questions, peut-être que Louis, tu peux nous présenter le programme de la semaine prochaine, parce que ça s'arrête pas ici. On en parlait tout à l'heure justement de ce problème de qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas envie de donner ou si on n'a pas le droit de donner ces données
à ChatGPT dans le cloud. Et je crois que c'est une une question à laquelle on aura la réponse la semaine prochaine. La semaine prochaine, on aura le plaisir de recevoir un CPI allemand, Bastien Bist, qui va nous parler de comment est-ce qu'on peut utiliser cette fois-ci l'IA pour la rédaction des claims des brevets. Alors c'est un sujet passionnant, d'autant plus comme vous en doutez, il y a des énormes enjeux de confidentialité, parce qu'évidemment on peut pas tuer la nouveauté en partageant les informations confidentielles qui sont pas encore été brevetées. Et donc on verra notamment comment est-ce qu'on peut installer des logiciels qui nous permettent de faire tourner des solutions alternatives open source LLM directement sur son PC pour garantir en fait une sécurité absolue. Donc il reste encore quelques places. On vous partagera également le lien dans le mail récapitulatif avec toutes les informations que Catherine accepte de partager avec nous. Je vous dis un grand merci et puis je pense qu'on peut clore ce webinaire. À très vite. Merci beaucoup. Merci Louis, merci William. Merci. J'ai été ravie de partager. Merci beaucoup. On a été vraiment ravis de te recevoir. Merci beaucoup Anne-Catherine. Et puis j'espère que ça vous a plu. Et puis effectivement, on a du coup un autre épisode la semaine prochaine. Et puis on aura la conclusion de cette série de webinaires qui aura lieu en mai et qui sera portée sur le droit d'auteur, évidemment le 3e volet de l'API, et puis aussi sur les bonnes pratiques de manière générale pour aussi ne pas se retrouver soi-même contrefacteur, par exemple. Donc toutes les bonnes pratiques quand on va utiliser des outils d'IA au sein des entreprises.